Allez, donc c'est parti maintenant pour l'analyse du cas pratique qu'on va faire à destination cette fois-ci du coup d'un joueur confirmé, donc d'un joueur de football confirmé. Alors, on va prendre le temps de rentrer pas mal dans le détail là, de la situation du joueur de football confirmé. On va le voir, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, donc on va passer en revue tout cela et je vais vous présenter donc moi de mon côté la manière dont je travaillerai avec un footballeur de haut niveau, donc un joueur professionnel qui serait dans ce cas de figure. Alors avant, je vais repasser rapidement sur ma présentation, donc je l'avais déjà fait sur la première vidéo. Donc voilà, Bastien Puccini, plus de 7 ans dans l'investissement, fondateur et dirigeant de Leverage Club. J'ai étudié la finance de marché et la finance d'entreprise aux États-Unis ainsi qu'en France. Je dispose de 2 masters, donc du coup un en gestion de patrimoine et un second de l'EM Lyon Business School. J'ai accompagné à l'heure actuelle plus d'une centaine d'investisseurs à fort patrimoine en France et à l'étranger. Et puis je travaille en collaboration avec différentes banques privées en Europe, notamment en Suisse. Leverage Club, donc un club privé exclusif ouvert sur dossier à des individus hors du commun qui souhaitent développer leur patrimoine. Grosso modo, travailler avec Leverage Club, c'est l'assurance que nous allons mettre à votre disposition notre réseau de professionnels du droit, professionnels de l'investissement, pour prendre soin de votre patrimoine et faire en sorte qu'il puisse se développer en fonction de vos attentes et de votre profil d'investisseur. Au programme d'aujourd'hui, donc, la première partie, gérer son budget et avoir les bons réflexes financiers pour une carrière sereine. Finalement, donc, on a déjà analysé les principaux éléments de gestion budgétaire lors de la première vidéo. Mais grosso modo, voilà, ça va être ça. Reprendre cette compréhension de son patrimoine et de ses flux entrants, flux sortants. Donc là, pour un joueur qui a déjà finalement plusieurs années d'expérience et un revenu qui commence du coup à être conséquent, ça peut être d'autant plus important d'avoir une étude vraiment approfondie de son patrimoine, voir si on a plus d'actifs que de passifs, vraiment bien étudier ses flux, puisque quand on commence à augmenter dans les montants, bien souvent, on peut trouver de gros points d'optimisation. Donc je vais repasser rapidement en revue certains de ces points, mais principalement le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est d'aborder les points 2 et 3, donc gérer le patrimoine actuel, d'accord? Donc on va auditer le patrimoine tel qu'il est au jour d'aujourd'hui, et puis comment placer du mieux possible les revenus que l'on génère à l'heure actuelle. Donc là, c'est-à-dire sur la base de mon reste à vivre. Donc vous vous souvenez, on a vu la vidéo précédente, le reste à vivre qui est la somme des flux entrants moins la somme des flux sortants. Et bien sur cette base de reste à vivre, comment est-ce que je vais du mieux possible arbitrer ce que je gagne tous les mois, soit sur de l'épargne, soit sur des supports d'investissement. Alors dans un premier temps, sécuriser pour aller générer vraiment une performance du capital linéaire et stable dans le temps qui permettent de vraiment apporter beaucoup de sécurité à l'investisseur. Et puis dans un second temps, s'accorder la possibilité d'aller chercher un petit peu plus de dynamique. Et puis en troisième point, donc du coup, comment se protéger soi-même, ses proches et son patrimoine en cas de problème. Donc un programme assez vaste, on va vraiment prendre le temps de développer la partie gestion du patrimoine actuel, optimisation de la fiscalité actuelle. Il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir prendre en compte, par exemple un retour en France si le joueur joue à l'étranger à l'heure actuelle, une expatriation si le joueur a pour ambition de partir jouer à l'étranger, plus la fiscalité déjà des revenus du pays actuel. Donc voilà, beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va donc prendre le cas de figure de Cédric, 27 ans, joueur confirmé qui joue à l'OGC Nice. Donc au niveau de sa situation, Cédric, il a une carrière établie, c'est un joueur important, sponsorisé, qui a déjà du coup des revenus autres que le football, avec de nombreuses propositions de deals publicitaires. Il commence à penser à son avenir après le football, mais il est également tenté par des investissements et des dépenses plus ostentatoires et plus exotiques. Il a potentiellement déjà rencontré sa partenaire de vie et puis il peut se poser des questions sur la gestion du patrimoine commun. Et c'est tout à fait normal. En termes de problèmes potentiels et d'enjeux financiers, on va pouvoir être confronté typiquement, par exemple, à des opportunités d'investissement douteuses, donc des gens qui s'approchent de Cédric avec pas forcément que des intentions très bonnes et des placements un peu douteux.
Un style de vie qui peut potentiellement être coûteux. Donc là, on va en revenir au principe élémentaire de la gestion budgétaire, d'accord? Donc vraiment de comprendre son niveau de vie minimum, voir si on vit, voilà, est-ce qu'on dépense beaucoup trop par rapport à ce dont on a besoin pour être vraiment bien? Voilà, on va revenir sur ces principes élémentaires de gestion budgétaire. Et puis également, un des problèmes potentiels peut être la préparation à l'après-carrière pour l'anticiper du mieux possible. Les enjeux financiers cruciaux à l'heure actuelle pour Cédric peuvent être par exemple la diversification des investissements, la planification fiscale, donc déjà optimiser ce qu'il y a déjà en place, planifier ce qu'on peut mettre en place pour l'avenir. À chaque fois, il faut se rendre compte que sur un niveau de revenu comme va avoir Cédric, chaque mouvement se doit d'être calculé avec une précision extrême, puisqu'on va être sur des montants déjà beaucoup plus importants. On peut avoir également des enjeux financiers autour de son assurance et de son après-carrière. Au niveau des revenus, Cédric il va être situé à 700 000 € par an hors sponsor et publicité, donc vraiment sur la partie de ses revenus actifs, sur le temps qu'il passe aux entraînements, à sa préparation physique et à ses performances sportives sur le terrain. Son niveau de vie, on va le déterminer en rendez-vous et on peut considérer un patrimoine à 2 500 000 € constitué principalement voilà, d'une résidence principale pour lui, par exemple quelques sommes qu'il a investies sur des assurances vie, qu'il a beaucoup en épargne sur des comptes courants et puis éventuellement un bien immobilier pour sa famille. Les objectifs du coup pour Cédric, là il se situe finalement à un stade de sa carrière où il est très bien établi, il gagne un revenu élevé et il peut être tenté par des investissements ou des dépenses annexes ostentatoires. À ce stade-là, en tout cas, il est crucial pour Cédric de bien comprendre que la gestion de ses finances pour son bien-être à long terme va être déterminante à l'heure actuelle. Donc, moi, si je devais travailler avec Cédric, les 3 axes principaux de travail et d'analyse que j'aurais pour lui, ce seraient les suivants. Donc, dans un premier temps, une analyse vraiment approfondie du patrimoine du joueur, tout simplement déjà pour comprendre de quoi se compose son patrimoine à l'heure actuelle. Donc, est-ce qu'on est principalement sur de l'immobilier, du financier? Est-ce qu'on a de la fiscalité sur ce patrimoine-là? Est-ce qu'on peut passer ce patrimoine éventuellement en société pour optimiser une partie de la fiscalité? Et donc, déjà, voilà, analyser le patrimoine, donc faire un bilan patrimonial, étudier s'il y a lieu ou non de faire un arbitrage des actifs, donc c'est-à-dire, imaginons qu'on soit surexposé sur telle ou telle catégorie d'actifs, ou alors qu'on ait de l'argent qui est investi sur des supports qui ne rapportent rien, voire qui font perdre de l'argent à l'individu. Voilà, voir si on va faire un réarbitrage des actifs en fonction du profil du joueur et de ses objectifs financiers à long terme. Je vais prendre un cas de figure assez simple. Imaginons que Cédric, on l'a vu, son patrimoine s'élève à 2 500 000 €. Imaginons qu'il ait 1 million dans sa résidence principale et puis 1 500 000 € en crypto-monnaie, alors qu'il nous dit que son but, c'est d'aller chercher de la sécurité à tout prix. À ce moment-là, peut-être qu'on va faire un arbitrage sur la partie qui est investie en crypto-monnaie pour essayer de la mettre sur des supports plus sécuritaires, plus stables et moins exposés à d'éventuels risques de dévalorisation à l'avenir. Donc première partie, étude approfondie du patrimoine du joueur, étude éventuellement également des arbitrages à réaliser. On va également étudier du coup la fiscalité sur sa situation actuelle et voir comment est-ce qu'on peut optimiser cette fiscalité, donc notamment d'une part sur les revenus issus du football, mais également sur les revenus annexes, puisqu'on l'a vu, Cédric c'est un joueur confirmé, il commence à avoir une certaine notoriété, et il peut avoir des revenus du coup de sponsoring, des revenus de deals publicitaires, etc. Et puis également, on va prendre en compte la préparation à l'après-carrière, donc pouvoir mettre le joueur en situation de percevoir des rentes suffisantes qui proviennent principalement de ses investissements pour maintenir son niveau de vie. Comme on l'a vu pendant la vidéo précédente, la beauté de l'investissement, c'est de pouvoir générer des revenus complètement passifs, donc c'est-à-dire qui sont décorrélés du temps que vous y passez pour les générer. Et quelque chose, un axe de travail que je pourrais avoir avec Cédric, c'est de voir par exemple, dans l'étude budgétaire de son niveau de vie, s'il dépense 10 ou 15 000 € par mois, en gagnant 700 000 € par an, me dire, ok, comment est-ce qu'on va faire en sorte de créer suffisamment de patrimoine et de richesse, de valeur, qui vont pouvoir permettre de couvrir ce niveau de vie en cas de problème ou en cas d'après-carrière, et donc du coup, où on n'aurait plus de revenus actifs provenant du football pour Cédric.
Alors que faire? Donc là, vraiment, il y aurait beaucoup de questions à se poser avec Cédric dans le cadre d'une relation professionnelle que l'on entamerait ensemble. Une des questions principales que je lui poserais finalement, ce serait qu'est-ce qu'on va chercher à créer avec ses revenus actuels et à quelle vitesse. C'est-à-dire, est-ce qu'on cherche à appliquer une gestion budgétaire saine même avec des revenus élevés? C'est-à-dire, est-ce qu'on va essayer de caper son niveau de dépenses? C'est-à-dire, même à 700 000 euros par an, est-ce que voilà, on peut dire j'ai besoin de 7 000 euros par mois, ça me suffit amplement pour vivre? C'est très bien. Est-ce qu'on va chercher à optimiser du mieux possible la fiscalité des revenus, sécuriser au maximum l'argent touché grâce aux activités actives, donc c'est-à-dire carrière sportive, mais également les nouvelles sources de revenus type sponsoring, droit à l'image, etc. Stabiliser la situation du joueur grâce à de l'épargne et des investissements réguliers, créer des rentes suffisantes pour maintenir son niveau de vie après sa carrière active, protéger sa famille. Éventuellement, là, on arrive à un stade, 27 ans, où, comme je le disais, on peut avoir rencontré sa partenaire de vie et donc avoir également le projet de fonder une famille. Potentiellement, Cédric a déjà des enfants. Et voilà, comment est-ce qu'on peut protéger sa famille, sa femme, ses enfants, ses parents, ses proches? Choisir la meilleure assurance pour un sportif de haut niveau également. Donc, alors, peut-être que là, à ce stade-là, 27 ans, on peut se sentir à l'âge où on est invincible, où on gagne de très bons revenus. Mais voilà, l'idée aussi, avec une approche professionnelle, c'est de nous de toujours faire garder à l'esprit du sportif de haut niveau avec lequel on travaille que toutes les éventualités sont possibles. En tout cas, nous, avec l'approche qu'on aurait, ce serait vraiment de couvrir du mieux possible les arrières de Cédric, peu importe le scénario que l'avenir prendrait. Donc l'objectif de l'atelier d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment est-ce qu'il est possible de donner à Cédric tous les éléments pour qu'il se concentre pleinement sur sa carrière professionnelle à 100%, donc il y mette toute sa bande passante, que finalement sa gestion financière, juridique, administrative, fiscale ne lui prenne que très peu de temps. Comme ça, il peut se concentrer à 100% sur son sport qui va lui générer la plus grande partie de ses revenus, tout en étant serein puisqu'il sait qu'il a délégué la partie financière, administrative à des experts en qui il a confiance. Et donc du coup, lui également avoir une bonne éducation financière et savoir qu'il fait les bons choix financiers. Voilà, donc alors comment vivre une carrière sereine sans se priver grâce à une bonne gestion budgétaire, les réflexes financiers adoptés, ça finalement, on l'a déjà beaucoup abordé pendant la vidéo précédente. Et donc là, ça reprend les éléments type actif, passif, flux entrant, flux sortant, où là, grosso modo, ce qu'on va chercher à faire pour Cédric, c'est de maximiser ses actifs qui vont lui créer de la richesse à court, moyen et long terme, minimiser au plus possible ses passifs. Typiquement, s'il a des dettes, essayer de les rembourser assez rapidement au vu de ses revenus assez élevés. Minimiser le plus possible ses flux sortants et essayer d'aller générer le plus de revenus possible entrants, donc de flux entrants, que ce soit de par ses revenus actifs du football, ses primes, mais également tous ces autres types de revenus. Donc là, comme on commence à avoir des revenus importants, on peut parler de revenus annexes liés à l'investissement, mais aussi et surtout de ces revenus liés au droit à l'image, au sponsoring, et de comment est-ce qu'on va optimiser fiscalement ces nouvelles sources de revenus, ces autres sources de revenus dans le patrimoine du joueur. Donc on va se positionner du coup très rapidement sur une étude patrimoniale, comme je disais, approfondie. Comment gérer son patrimoine actuel et placer du mieux possible les revenus de Cédric? Alors, dans un premier temps, on partirait sur une étude de sa gestion budgétaire. Donc ça, peu importe le profil de joueur avec lequel on travaille, la partie gestion budgétaire, c'est vraiment la partie qui revient à tous les coups et que moi, je mets à jour tous les mois avec les investisseurs avec lesquels je travaille. Imaginons que Cédric, voilà, il a un loyer à 6 000 euros par mois, des impôts et taxes à hauteur de 1 000 euros par mois, gaz, électricité 300 euros par mois, téléphone 50 euros, assurance 300 euros. Et qu'au niveau des dépenses variables, voilà, il se fait plaisir. Hop. Il y a 1 000 euros par mois sur des restaurants, 400 euros par mois en déplacement, 1 200 euros par mois sur du shopping, etc., etc. Bon, on voit que globalement, en termes de dépenses mensuelles, il se situe, quand on cumule les charges fixes et les charges variables, à un petit peu plus de 10 000 euros. Et par contre, du coup, sur son revenu du football, on a 700 000 euros par an, ce qui nous fait donc 58 000 euros par mois.
Donc là, on va pouvoir étudier ici ces revenus actifs. Donc là, ici, je ne mets que les revenus du football, mais on pourrait avoir donc le revenu qui est stipulé dans son contrat. On pourrait également inclure, par exemple, les primes et les autres revenus actifs, donc corrélés directement au temps qui passe à générer ces revenus dans ce tableau-là. Et donc ici, on va supposer que Cédric, le patrimoine qu'il a à l'heure actuelle, n'est pas un patrimoine qui lui génère des revenus, puisque c'est par exemple un patrimoine immobilier. Donc là d'ailleurs, les 6 000 euros, ce ne serait pas en loyer, ce serait par exemple sur un crédit immobilier. Voilà, par rapport à une maison ou un appartement qu'il a acheté. Et donc du coup, il n'a pas de patrimoine qui lui génère des revenus passifs. On pourrait mettre par exemple les revenus qui sont générés par le droit à l'image ou les autres sources de revenus. L'objectif ici, c'est que vous puissiez consulter, comprendre en un coup d'œil. Finalement, la réflexion que moi je vais avoir avec le sportif de haut niveau, c'est d'étudier les sources de sortie d'argent qui sont fixes tous les mois, celles qui sont variables et donc celles sur lesquelles on peut avoir un impact. Et puis, de l'autre côté, les sources de rentrée d'argent qui sont fixes, en tout cas qui sont actives, pardon, donc liées au temps passé par le joueur, et puis celles qui sont passives, donc qui sont décorrélées du temps passé par le sportif de haut niveau. Quand on va se rendre ici sur la partie dashboard, on va donc pouvoir voir ici finalement l'intégralité de ce qui rentre d'un côté, l'intégralité de ce qui sort de l'autre côté, et puis du coup le reste à vivre. Donc comme je disais dans les notions d'éducation financière qu'on voyait pendant la première vidéo, l'objectif serait toujours d'aller optimiser ce reste à vivre pour le joueur, d'accord? Puisque c'est à partir de là qu'on va pouvoir décider de faire des arbitrages. Donc qu'est-ce qu'on va dépenser en surplus, qu'est-ce qu'on va mettre en épargne et qu'est-ce qu'on va mettre en investissement. Petite parenthèse, dans les ratios de sécurité que j'applique toujours avec les investisseurs avec lesquels je travaille, donc là je le double quand c'est du sportif de haut niveau, je préconise toujours d'avoir au moins 6 mois de niveau de vie, donc c'est-à-dire de niveau de dépenses fixes plus variables en épargne disponible immédiatement pour une personne qui est salariée. Là, en l'occurrence, pour un sportif de haut niveau, je préconise plutôt 1 an. Donc là, en l'occurrence, dans le cas de Cédric, s'il y a un niveau de vie à plus de 10 000 euros par mois, on serait sur une préconisation à 130 000 euros d'épargne, donc disponible immédiatement sur des comptes en France ou à l'étranger, mais en tout cas de l'argent mobilisable, liquide, donc vraiment de l'épargne destinée à 100% à couvrir le niveau de vie de Cédric pendant 1 an en cas d'éventuel coup dur. D'accord ? Donc ça, voilà, premier point, on ferait une étude du coup de sa gestion budgétaire, de son niveau de vie, combien est-ce qu'il a besoin pour être heureux, pour bien vivre au quotidien. On ferait également un topo sur ses objectifs et du coup les horizons d'investissement qu'il se donne par rapport à ces différents objectifs. Donc, par exemple, dans le cas de Cédric, qu'est-ce qu'il va chercher à atteindre avec son capital financier, avec ses revenus et à quelle vitesse? Est-ce qu'on va vouloir créer une sécurité financière via de l'épargne de précaution dans un premier temps? Effectivement, c'est vrai que si Cédric n'a pas les 130 000 euros d'épargne de sécurité, ce serait sûrement un des points que j'aborderai en priorité avec lui. Et puis ensuite, dans un second temps, plutôt lié à de l'investissement, est-ce qu'on va chercher à créer 3 millions d'euros de richesse sur les 5 prochaines années avant d'envisager un départ à la retraite? Est-ce qu'on va chercher par exemple également à créer 5 000, 10 000 euros de revenus passifs mensuels supplémentaires dans les 12 prochains mois? Est-ce qu'on va chercher à générer les 3 en même temps? Voilà, on va se poser ce type de questions-là. Ça va être important de bien comprendre ce qu'on a envie de créer avec son capital financier et les échéances temporelles qu'on se donne, puisque en fonction de ça, vont découler du coup les typologies d'investissement et le risque qu'on prend sur ces investissements par rapport à ce qu'on a envie de créer. Donc, plus on veut créer des revenus rapidement et récurrents, plus on va se positionner forcément sur des produits un peu plus dynamiques. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de comprendre ce qu'on essaie de créer avec ces investissements, puisque ça va se subdiviser en 4 grandes catégories. D'accord ? Là, moi, j'ai mis d'un côté l'épargne, de l'autre l'investissement qui se sous-divise encore en 3 sous-catégories du coup. Les investissements sécuritaires, les investissements modérés pour pérenniser une croissance relativement stable du patrimoine, et puis les investissements dynamiques pour aller chercher du rendement assez agressif à plus court terme. En fonction de chacun
de chacune des poches dans lesquelles on se situe, forcément on aura des rendements différents, mais on aura surtout des objectifs patrimoniaux différents. Pour la partie épargne, on ne va pas chercher à générer des revenus récurrents ou des revenus passifs, on va surtout chercher à sécuriser notre sportif de haut niveau, donc là en l'occurrence Cédric, pour la création par exemple de sa poche de 130 000 euros d'épargne de précaution. On la mettrait sur des livrets d'épargne, livrets A, LDDS ou encore compte courant. Maintenant voilà, si on cherche à être dans l'optique de créer 3 millions d'euros de patrimoine sur une échelle de 5 ans, effectivement là peut-être qu'on se positionnerait plus sur une partie acquisition immobilière, assurance vie. La partie contrat prévoyance serait plutôt pour sécuriser l'investisseur en cas de coup dur, en cas de blessure. Donc au final, ce n'est pas un réel investissement financier, mais c'est plutôt un investissement sur sa sécurité, puisque ça lui permettrait de maintenir un niveau de revenu, même en cas de blessure. Et puis, si on va chercher du rendement vraiment à plus court terme, on va aller regarder la partie basse du tableau, avec des produits d'investissement plus comme de la bourse, des produits structurés, des contrats à capital garanti, ou à rendement garanti, où là on va être sur des tickets d'entrée un petit peu plus élevés, et encore plus dynamique, on va aller chercher par exemple de l'horlogerie, du capital risque, du trading, des crypto-monnaies, et j'en passe. Il est vraiment essentiel pour l'investisseur de comprendre que à chaque grande catégorie, donc là sur les 4, épargne, sécurité, modérée et dynamique, on va retrouver des temporalités d'investissement qui sont différentes et des objectifs différents. En haut à gauche, on va chercher à sécuriser. En haut à droite, en haut à gauche, on va chercher à sécuriser sur du très court terme. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une épargne de précaution. En haut à droite, on va chercher à sécuriser sur du moyen et du long terme et créer un petit peu de revenus complémentaires. En bas à gauche et en bas à droite, on va aller vraiment dans une optique plus dynamique. On peut également être sur une optique à long terme, mais on va être plus exposé aux marchés financiers et aux variations des marchés financiers. La quatrième étape, finalement, elle va être liée à ce que j'étais en train de dire, donc définir les allocations de Cédric, finalement, en fonction de ses objectifs qu'il nous donne. S'il veut créer beaucoup de revenus passifs très vite, eh bien, les allocations, donc c'est-à-dire les arbitrages des revenus qu'il a, vont être plutôt ciblés, par exemple, sur des produits un petit peu plus dynamiques. Est-ce que c'est ce que je lui recommanderais? Ça dépendrait grandement de ce que j'étudie dans le bilan patrimonial. Si je vois que Cédric n'a pas d'épargne de précaution ni d'investissement sécuritaire déjà dans un premier temps pour consolider un socle qui lui permettrait de le sécuriser même après sa carrière, c'est ce que je prioriserai dans un premier temps, c'est ce que je lui expliquerai. Et ensuite, si une fois qu'on a consolidé la sécurité et l'épargne, on veut aller chercher un petit peu plus d'exotisme et de dynamisme, effectivement, on va aller ouvrir de nouvelles allocations sur des produits plus dynamiques. Mais dans un premier temps, l'objectif, ce serait de sécuriser Cédric. Donc la cinquième étape, finalement, qui va être le dénominateur commun à toutes les étapes que je viens de mentionner avant, c'est donc un bilan patrimonial approfondi et une optimisation vraiment poussée de la fiscalité de tous les revenus de notre sportif de haut niveau. Donc sur l'optimisation de la fiscalité, on va chercher à optimiser les revenus du football, donc qui sont mentionnés dans le contrat entre le joueur et son club, et puis les autres sources de revenus. Donc par exemple, on peut essayer d'optimiser ça via la création d'une société commerciale pour la gestion des activités annexes, donc tous les revenus hors football du joueur. On peut anticiper une expatriation si le joueur joue en France et qu'il envisage de jouer à l'étranger. L'impact fiscal d'une impatriation, donc là c'est dans le cas de figure d'un joueur qui joue à l'étranger et qui va rentrer en France, où là on peut avoir de forts avantages fiscaux pour un joueur qui a été domicilié en dehors de France pendant les 5 dernières années. Voilà, donc il y a tous ces points qu'on va pouvoir prendre en compte. Et puis également, dans l'optimisation fiscale et puis le fait de prendre en compte la famille dans la gestion du patrimoine global, on peut envisager la création d'une société familiale pour créer un patrimoine commun, notamment pour des acquisitions immobilières avec une protection entre les membres de la société. Donc là, Cédric, j'ai listé dans son cas 5 objectifs qu'il pourrait me donner et je vais rentrer dans le détail des préconisations et des axes de lecture et de travail que j'aborderai avec lui. Donc dans un premier temps, imaginons que Cédric me dise qu'il souhaite optimiser le patrimoine qui est déjà existant. Donc là, on va revenir sur ces notions d'analyse de ce qui existe et éventuellement d'arbitrage. Donc c'est-à-dire s'il est surexposé sur des placements beaucoup trop risqués par rapport à sa situation, on verra pour éventuellement réarbitrer
et sortir des poches risquées pour les remettre sur des poches sécurisées. Imaginons que Cédric me dise également, voilà, j'ai envie de créer 3 millions d'euros de patrimoine pendant les 5 prochaines années, une source de revenus passifs d'au moins 10 000 euros par mois sur cette même période, protéger ma famille et les intégrer dans ma gestion financière, et enfin, alléger ma fiscalité. Alors, dans le premier cas de figure, dans l'optimisation du patrimoine déjà existant de Cédric, comme je le disais, ce que je ferais, c'est j'étudierais de manière très approfondie la fiscalité de ses revenus sur, par exemple, les biens immobiliers qu'il a acquis, s'il a acquis des biens immobiliers qui lui permettent de toucher tous les mois des loyers. J'étudierai également la fiscalité de ses revenus du football, mais également les revenus annexes au football, la composition, les frais et le rendement des actifs financiers déjà acquis s'il y en a, et puis ensuite une étude de l'épargne à disposition pour protéger au mieux le joueur en cas de coup dur. Donc c'est-à-dire que dans la partie optimisation du patrimoine déjà existant, qu'est-ce qu'on va faire? On regarde ce qu'il y a déjà en place, patrimoine immobilier, patrimoine financier. On regarde les frais qui sont induits sur la gestion de ce patrimoine d'année en année. Est-ce que ça nous rapporte de l'argent? Est-ce que ça nous coûte de l'argent? Et puis on va regarder la liquidité de ce patrimoine. Est-ce que j'ai principalement du patrimoine qui est très peu liquide et qui me coûte très cher? Ou alors est-ce que j'ai du patrimoine qui est ultra liquide, donc par exemple que des liquidités sur un compte courant, mais qui du coup ne me génèrent pas de richesse et qui sont victimes d'une inflation assez élevée chaque année. Donc vraiment, on va étudier tout cela et on va voir en fonction, encore une fois, l'objectif c'est d'être cohérent par rapport aux objectifs de Cédric. Donc là, lui, il me disait générer 3 millions d'euros de patrimoine en 5 ans et 10 000 euros de revenus passifs. En fonction de ces objectifs-là, comment est-ce que je vais pouvoir réarbitrer ce qu'il y a déjà en place? Et donc à partir de ça, je vais également pouvoir étudier l'épargne à disposition. Donc est-ce qu'on a déjà nos 130 000 euros de côté ou non? Maintenant, sur la partie création de 3 millions d'euros de patrimoine pendant les 5 prochaines années, j'approcherai du coup une triple solution. Dans un premier temps, pour moi, l'enrichissement passera toujours par deux grands axes, c'est-à-dire l'immobilier et l'acquisition d'actifs financiers. Donc, dans un premier temps, on mettra en place une stratégie d'acquisition immobilière. On développerait un parc immobilier, donc plusieurs biens immobiliers par an. On ferait ça à travers de la dette, d'accord? Donc on endetterait le joueur, mais on ferait en sorte d'avoir toujours deux choses extrêmement importantes. La première, c'est d'être au minimum en autofinancement, c'est-à-dire que l'investissement via la dette ne coûte absolument rien au joueur, c'est-à-dire que c'est le locataire en place qui va payer les loyers qui permettent de rembourser la banque, les intérêts d'emprunt et la gestion. Ça, c'est ce que j'ai déjà mis en place avec de nombreux investisseurs que j'ai accompagnés. Et deuxièmement, que la gestion soit déléguée à 100%. Comme je le disais, l'actif le plus précieux que Cédric puisse avoir et que vous pouvez avoir en tant que sportif de haut niveau, c'est votre temps que vous devez absolument dédier à votre image, à votre communication, à votre préparation sportive, à votre préparation mentale et à vos prestations sportives sur le terrain. Donc l'objectif là, ce serait vraiment pour Cédric de déléguer à 100% cette gestion et qu'on soit vraiment dans le cas de figure d'un investissement à 100% passif qui ne lui prenne aucun temps. Une image que j'aime bien prendre souvent quand on parle d'investissement immobilier, c'est le triangle, où on verrait sur chacun des 3 points du triangle la rentabilité, donc l'argent, un ratio temps, argent, problème. Là, dans le cas de figure où on a une gestion qui est déléguée, forcément, la rentabilité pourrait être un tout petit peu impactée puisque du coup, on va prendre à notre charge du coup certains frais pour la gestion du bien, la recherche du bien et finalement gérer tous les problèmes. Par contre, qu'est-ce que ça permet d'offrir à Cédric? Ça permet de booster les deux autres points, c'est-à-dire le temps et les problèmes. C'est-à-dire qu'en acceptant d'être un tout petit peu moins rentable, mais quand même à un certain niveau pour que ça ne lui coûte aucun argent, eh bien Cédric il se libère le facteur temps et le facteur problème. C'est-à-dire qu'il ne gère aucun problème, que ça ne lui prend aucun temps. D'accord? Donc peut-être qu'il serait 1% plus rentable en le faisant tout seul, sauf que ce 1% de rentabilité est beaucoup plus rentable si ça lui permet d'économiser des dizaines d'heures par mois en suivi avec les locataires et qu'il le passe à son jeu, à son sport pour générer encore plus de revenus et des revenus annexes par exemple avec les sponsors, les deals publicitaires. Ça c'est vraiment extrêmement important de le comprendre. Pour la partie sécurité et s'assurer qu'on est en autofinancement, il y a énormément d'assurances dans l'immobilier, donc notamment ce qu'on appelle des GLI, garanties loyers impayés, qui permettent de couvrir des éventuels impayés sur des loyers.
des éventuelles vacances locatives. Voilà, donc il y a vraiment, nous derrière, en tant que professionnels de ce milieu-là, on va pouvoir s'assurer à Cédric un autofinancement, chose que moi j'ai déjà assuré à beaucoup de mes investisseurs, qu'on est en train de mettre en place sur beaucoup de projets immobiliers qui se passent très bien. Donc dans un premier temps, grosse stratégie d'acquisition immobilière pour aller chercher ces 3 millions de patrimoine au bout de 5 ans. Avec un gros focus, je le répète encore une fois, autofinancement, ça ne coûte rien à Cédric. Deuxièmement, gestion déléguée à 100%, ça ne lui prend pas de temps. Deuxième gros point de l'enrichissement à long terme, investir progressivement sur des actifs financiers qui offrent une croissance lissée dans le temps. Je vais revenir sur le Excel que je vous montrais ici. Là, moi j'ai mis par exemple 15 000 euros par mois sur une assurance vie équilibrée, 5 000 euros par mois sur des actions en bourse sécuritaires. On voit que c'est complètement cohérent avec le profil de Cédric qui a déjà 47 000 euros par mois de surplus. Donc là, on investirait à peine 50% de son reste à vivre. Et donc là, pour vous montrer, donc là ici j'ai mis assurance vie, mais ça peut être investissement de manière générale. Un investissement avec une valorisation annuelle cible à 8% par an, sur lequel on mettrait 20 000 euros par mois. Au bout de 5 ans, on arrive à créer 1 500 000 euros de patrimoine qui rapporte 100 000 euros par an, soit 8 500 euros par mois. C'est-à-dire qu'en 5 ans, Cédric, déjà, on a quasiment validé l'objectif où il me disait en 5 ans, je veux créer 10 000 euros par mois. Mais là où c'est hyper intéressant, c'est que là, c'est là toute la beauté d'ailleurs de l'investissement, des intérêts composés et du fait de s'y prendre tôt. Quand on regarde ce qui se passe au bout de 10 ans, Cédric, il a créé 3 650 000 euros de patrimoine qui lui rapporte quasiment 300 000 euros par an, soit 22 000 euros par mois. Et on peut dérouler comme ça, où on voit que sur 20 ans, en faisant ça, Cédric, il a créé quasiment 12 millions d'euros de patrimoine qui lui rapporte 75 000 euros par mois. Alors maintenant, est-ce que Cédric, il aura ce niveau de revenu toute sa vie ? Bien évidemment, pas forcément. Par contre, s'il a une évolution de revenus et qu'il décide d'investir déjà plus tôt, par exemple déjà ici, si on investit 40 000 euros par mois, on voit qu'au bout de 5 ans, on arrive à créer quasiment 3 millions d'euros de patrimoine qui génère 17 000 euros par mois de rente. Sachant que là, 8% par mois sur de l'investissement, comme je le répète, avec mon réseau de partenaires, c'est des choses qui sont complètement cohérentes et qui sont modérées. Alors que pour aller chercher du 8% par an, on ne va pas forcément prendre un niveau de risque élevé. On va être sur quelque chose de stable, sécuritaire, modéré et linéaire dans le temps. Et donc là, on arrive à voir toute la beauté de l'investissement, puisque là, on voit que Cédric, finalement, en 5 ans, si on se repositionne dans le cas de figure où il va mettre 20 000 euros par mois, en 5 ans, il arrive à créer déjà 1,5 million de patrimoine qui lui rapporte quasiment 10 000 euros par mois, sans prendre en compte ce que son patrimoine immobilier va lui générer tous les mois. Donc, on est déjà en phase avec ses objectifs. Et ça, c'est vraiment bien important de le comprendre puisque on voit qu'en 5 ans, en étant un petit peu assidu et consciencieux sur sa gestion financière, on arrive à sécuriser Cédric déjà pour son après-carrière, pour toute sa vie, pour ses descendants. D'accord ? Et ça, c'est vraiment super important. Alors, et puis ensuite, également, donc bien évidemment, constituer une poche d'épargne de sécurité, éventuellement différents comptes épargne en France et à l'étranger. Comme on dit, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Effectivement, je vous disais, l'objectif, moi, c'est de prévoir au moins 1 an de dépenses mensuelles en épargne disponible immédiatement pour le joueur, pour lui prévoir d'avoir 1 an pour envisager un coup dur. Maintenant, on se remet dans le cas de figure où Cédric, il a 1,5 million au bout de ses 5 ans, qui lui rapporte quasiment 10 000 euros par mois. On sait que voilà, dans 5 ans, il aura peut-être plus l'intérêt d'avoir 1 an de liquidité disponible à l'avance, puisqu'il aura créé déjà du patrimoine qui lui rapporte des rentes passives tous les mois. D'accord ? Donc maintenant, on va arriver sur cet objectif de se créer une source de revenus passifs d'au moins 10 000 euros par mois sur 5 ans. Donc on vient de le voir via la partie déjà très sécuritaire qu'on pouvait y arriver. Mais on peut également, en plus de ça, alimenter, donc en plus de la partie portefeuille assurance vie, également un portefeuille bourse dividende. Donc là, on peut imaginer pareil que le rendement d'un portefeuille d'actions bourse dividende peut être de 10, 11, 12% par an. Et donc là, voilà, si on se met dans le cas de figure où d'un côté, il met 5 000 euros par mois sur un portefeuille dividende qui lui rapporte 12% par an. Donc d'un côté, il aurait 400 000 euros sur la partie dividende qui lui rapporte déjà 3 500 euros par mois.
Et puis, s'il met 15 000 euros par mois sur une assurance vie, à 8% par an, donc il aurait 400 000 euros sur la partie bourse dividende, 1 100 000 euros sur la partie assurance vie. Donc au total, il aurait déjà 1,5 million qui lui rapporterait du coup d'un côté 3 000 euros par mois pour la partie bourse dividende, 6 500 pour la partie assurance vie. Et donc là, on serait effectivement déjà sur nos 10 000 euros par mois. En plus de ça, il aurait la valorisation de son patrimoine immobilier qui, je le répète, s'autofinance grâce au versement des loyers de ses locataires et qui peut, en plus de ça, puisque moi, c'est l'objectif que j'ai à chaque fois que j'investis avec mes investisseurs, c'est que non seulement ça s'autofinance, mais qu'en plus de ça, ça mette de l'argent dans les poches de l'investisseur tous les mois. Donc, même en cours d'acquisition, même avec un investissement qu'on est en train de rembourser, ça peut rapporter plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros par mois. Et puis, une fois qu'on arrive à cette sécurité-là qui est mise en place, effectivement, on peut avoir des investissements alternatifs sur une très petite partie du patrimoine, une partie trading, une partie crypto-monnaie, où on va aller chercher un rendement plus élevé, plus dynamique, mais voilà, sur une exposition plus faible, néanmoins du patrimoine, pour quand même pas trop exposer le patrimoine de notre investisseur. Pour la partie protection de la famille et intégration des proches dans la gestion financière, on peut envisager donc, comme je disais, la création de sociétés. Pour acheter un patrimoine immobilier en commun, un des régimes que je favorise énormément pour des schémas familiaux, si c'est souhaité pour l'investisseur, donc soit avec ses ascendants, donc ses parents, soit avec ses descendants, donc sa femme, ses enfants, c'est la SARL de famille pour la constitution d'un patrimoine commun. En plus de ça, la SARL de famille, donc on peut exercer une activité commerciale et donc ça rentre dans le cadre pacte Dutreil, donc c'est éligible au pacte Dutreil, qui est un pacte qui permet d'exonérer de 75% l'assiette imposable en cas de taxation du patrimoine qui est transmis de parents à leurs enfants. Donc là, dans le cadre de Cédric, si on acquiert plusieurs millions d'euros de patrimoine qui sont stockés dans la SARL de famille, ces enfants, déjà, on sait qu'on pourra exonérer 75% de l'assiette taxable au moment d'un héritage, et donc on sait que Cédric pourra optimiser déjà la transmission vers ses descendants, ce qui est un gros point avantageux, la possibilité de nommer un gérant qui prendra les décisions sur la gestion du parc immobilier. Ça peut être le joueur, mais encore une fois, si lui il a envie d'être concentré à 100% sur sa carrière sportive, il peut nommer quelqu'un d'autre, un membre de sa famille, sa femme, voilà. Donc là-dessus, il est libre, et puis de nombreux avantages fiscaux exceptionnels que possède la SARL de famille. Au niveau de la gestion de la fiscalité, donc on va pouvoir étudier la fiscalité de la société de droit à l'image s'il n'y en a pas déjà une de déjà créée, tout simplement pour la gestion des revenus annexes au football. Donc voilà, il est beaucoup plus simple d'optimiser les revenus d'une société que des revenus qui sont imposés sur le patrimoine d'un particulier. Anticipation chiffrée, là dans le cas de Cédric, j'ai mis que voilà, il souhaitait partir en Italie après son contrat à l'EGC Nice. Intervention de notre équipe de fiscalistes internationaux et notre équipe d'avocats du coup à l'étranger. Donc là, on aurait un avocat spécialisé sur la fiscalité France-Italie, donc les accords fiscaux entre la France et l'Italie. Et puis une optimisation fiscale classique sur les revenus des salariés, avec notamment des placements défiscalisants. Donc voilà en 5 grandes thématiques, comment est-ce qu'on pourrait aborder la réponse la réponse aux objectifs de Cédric, les solutions qu'on pourrait apporter. Et après, bien évidemment, ça serait dans un suivi ultra personnalisé dans le temps, puisque forcément, Cédric aurait peu de temps libre. Donc, on viendrait sur place, lui rendre visite, lui rendre des comptes sur la gestion de son patrimoine, le suivi des investissements, et puis bien évidemment à sa famille également, si elle est impliquée dans les investissements. Au niveau de la protection du joueur, de ses proches et de son patrimoine en cas de problème, eh bien, les solutions qui s'offrent à Cédric, il y en a plusieurs. Dans un premier temps, comme je le disais, l'objectif, c'est pas de souhaiter qu'il y ait un de ces cas de figure qui se réalise. Par contre, c'est de les anticiper du mieux possible. Donc, on souscrirait, on ferait une étude des meilleures assurances et des meilleurs contrats de prévoyance pour couvrir Cédric et ses proches en cas d'invalidité, d'incapacité, pour au moins maintenir son niveau de revenu ou quelque chose qui se rapproche de son niveau de revenu. Également pour, en cas de décès, protéger ses proches. Et puis également développer du patrimoine familial en société avec une protection des autres associés en cas de décès. Voilà globalement donc comment est-ce qu'on aborderait la gestion financière et comment est-ce qu'on protégerait
les intérêts financiers d'un joueur déjà confirmé. Si vous avez besoin de plus d'informations, que vous souhaitez un bilan personnalisé sur votre situation, je peux vous laisser prendre contact avec nous via votre agent. On se fera un plaisir, nous, de se rendre sur place. Moi, je me ferai un plaisir de me rendre sur place, vous rencontrer, échanger avec vous, échanger avec votre famille, vos proches, pour voir comment est-ce qu'on pourrait poser les choses à plat et travailler du mieux possible ensemble sur toutes les thématiques que je viens d'aborder ici aujourd'hui, donc gestion budgétaire, optimisation fiscale, optimisation des revenus, acquisition d'un patrimoine, générer des nouvelles sources de revenus, voilà, toutes ces thématiques-là, couverture au niveau de l'assurance, des prévoyances pour les sportifs de haut niveau. Tous ces points, on va pouvoir travailler ensemble. Moi, je me ferai un réel bonheur de vous rencontrer, de travailler sur tous ces points-là avec vous, vos proches et votre agent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté un maximum de valeur ajoutée. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus, bien évidemment, comme je vous disais, prenez contact avec nous via votre agent et puis on pourra approfondir tous ces points-là ensemble. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.